Alors, la dernière conférence de la journée sera avec André Stern, que vous connaissez peut-être déjà. Il est musicien, il a de nombreuses casquettes. Il est musicien, compositeur, luthier, journaliste, conférencier, auteur. Il n'est jamais allé à l'école. Il est initiateur du mouvement Écologie de l'enfance, qui vise à sensibiliser, entre autres, le grand public à cette question. Et c'est pourquoi il est là aujourd'hui, pour nous en parler. Et j'ajoute que cette conférence sera suivie d'un atelier sur cette notion d'écologie de l'enfance. Donc un atelier de 2 heures, si vous avez la possibilité de rester, ce sera un moment d'échange avec André Stern, que je vous remercie d'applaudir chaleureusement. Bonsoir, merci d'applaudir avant, hein. J'espère que vous en aurez toujours envie après. Je suis ravi d'être ici et ravi d'être avec vous. Alors voilà, je suis présenté, merci beaucoup. La caractéristique d'une bonne présentation, et c'est le cas, c'est que du coup le conférencier n'a presque plus rien à dire. Surtout pas à se présenter, mais pourtant je vais le faire pour commencer. Je vais me présenter et pour me présenter, je vais utiliser une petite phrase que j'avais développée quand j'avais 4 ans. Parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et puis comme les enfants sont très pratiques et pragmatiques dans leur organisation, je m'étais dit, si j'arrive à répondre à toutes les questions dès la présentation, on va gagner beaucoup de temps. Alors j'avais développé la phrase suivante, que certains d'entre vous connaissent, qui est « Bonjour », bonsoir en l'occurrence. Je m'appelle André, je suis un garçon. Alors ça c'est très important de préciser qu'on est un garçon quand on a 4 ans et qu'on a les cheveux longs et que comme moi on porte des barrettes. C'est très très important de préciser qu'on est un garçon, non pas que ça soit important pour l'enfant lui-même, hein. Les jeunes enfants ne mettent pas de valeur sur la chose. Ils voient un monde de différence, il suffit d'ouvrir les yeux là autour de nous aujourd'hui pour voir ce monde de différence, de couleurs, qui est fait de tant de choses différentes, il n'y a pas 2 personnes pareilles. Et donc la notion de genre est totalement étrangère à l'enfant. Et donc en plus, il n'y a pas de hiérarchie pour l'enfant entre les genres. Et donc, bien évidemment, fille, garçon, tout ça, c'est assez flou pour un enfant. C'est pas ça qui compte. Seulement, il y a une chose que les enfants détestent, c'est tout ce qui fait peur. Or, une des choses qui nous fait le plus peur, à nous autres, c'est la peur des autres. Vous connaissez ça. Si quelqu'un réagit parce qu'il a eu peur, ben, tout le monde autour a peur aussi. Vous connaissez, non? Ça marche toujours. Donc l'enfant veut éviter ça. Et un adulte qui remarque qu'il s'est trompé de genre sur un enfant réagit toujours « Oh, je suis désolé, je me suis trompé ». Vous l'avez certainement... Ben voilà. J'ai réussi à faire pleurer un... Ben voilà, c'est la démonstration parfaite et j'en suis parfaitement désolé. Or, c'est pourtant comme ça que réagissent les adultes quand ils se... Vous avez certainement remarqué, hein, Bonjour mademoiselle, tu as quel âge? Non, mais... je suis désolé. Voilà. Alors, donc, l'enfant veut absolument éviter ça. Donc, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons. Alors ça aussi, c'est très important à l'époque, parce que déjà, je n'aimais pas les bonbons, mais en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette injonction paradoxale qui était, les parents disaient « n'accepte jamais de sucreries de la part d'étrangers », tandis que dès que, en tant qu'enfant, en tout cas là où j'ai grandi, tu entrais dans une boutique quelconque, il y avait toujours une coupelle pleine de friandises pour les enfants. Et entre les deux, c'était toujours très difficile de choisir son camp. Moi, il se trouve que j'aimais pas, donc c'était facile. Donc je récapitule une dernière fois cette phrase. Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Et alors la dernière partie de la phrase qui répondait à la question qui m'était toujours posée, qu'est-ce que tu fais là dans la vie à cette heure-ci alors que c'est l'heure d'être à l'école, provoquait toujours une certaine agitation. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose, voire en réalité rien, qui est changé. Je peux me présenter de la même manière ce soir. Bonsoir, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon. Alors, je suis toujours un enfant, je n'ai plus 4 ans, j'en ai 46. Je suis toujours un enfant, et je revendique ce statut.
Je ne mange toujours pas de bonbons, alors entre autres choses que je ne mange pas ou plus, et je ne suis jamais allé à l'école, ce qui fait de moi, dans notre paysage actuel, une exception. Et ça a toujours été très très surprenant pour moi d'être considéré comme une exception, alors que ce que j'ai vécu est ce qui peut se vivre de plus naturel. Chaque enfant, sans exception, mis dans des conditions et des circonstances semblables, raconterait les mêmes choses que moi. Ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à absolument chaque enfant qu'on laisse tranquille et auquel on fait confiance. Et comment une chose aussi banale, parce que finalement je suis aussi banal que le noyau de mangue que l'on trempe dans l'eau et auquel poussent des racines et une tige, comment une chose aussi banale a-t-elle pu devenir une telle exception? Ça m'a toujours étonné, ça m'a toujours préoccupé, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à parler de cette banalité, et c'est ce que je vais faire ce soir avec vous, là, maintenant, pendant 1 heure, et puis pendant 2 heures après, si vous avez envie de rester. J'ai vraiment envie de parler de cette banalité, de cet enfant banal, et pas du tout d'un cas exceptionnel ou particulier. Mais avant de... Là, c'était juste la présentation, hein. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, je voudrais faire une introduction, et aussi une introduction à l'introduction. C'est d'ailleurs par elle que je vais commencer. Je ne sais pas si vous avez remarqué que notre monde a beaucoup changé ces dernières années, très particulièrement sur les 5 dernières années. C'est impressionnant que les choses aient bougé si vite en aussi peu de temps. On nous a présenté pendant des siècles le monde comme la nature autour de nous, comme une espèce de grand champ de bataille, hein, une course pour la survie. On parlait de survival of the fittest, la survie du plus adapté. Enfin, maintenant on dit du plus adapté, à l'époque on disait du plus fort. On expliquait le monde en ayant interprété Darwin d'une certaine manière, en nous expliquant que voilà, c'est une course pour la survie, que les grands animaux mangent les petits et que les grands arbres étouffent les petites plantes, etc. Et que, ma foi, si tu ne sais pas faire ta place, si tu ne sais pas la prendre, tu vas disparaître. Et donc on nous présentait le monde comme ce champ de bataille, puis il s'avère entre-temps bien sûr que tout ça c'était des alibis pour justifier notre propre conduite. Parce que depuis peu, on sait qu'il n'en est rien, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, nos vocabulaires ont changé. Et à bas bruit, sans presque qu'on s'en rende compte, il y a de nouveaux mots que nous employons presque au quotidien, tels que solidarité, mutualisation, empathie, synergie, symbiose, etc. C'est tout nouveau, on ne les employait pas autant que ça il y a encore quelques années. Ça fait 5 ans que ça s'est tellement installé dans le paysage et on ne l'a pas remarqué, mais ça signifie un grand changement. Et là où c'est drôle, c'est que ce grand changement nous arrive par la science pure et dure, la plus académique, hein, celle dont on n'attendait pas ce genre d'éclairage. On attendait ce genre d'éclairage plutôt de la part de l'ésotérisme ou du New Age. Et là, maintenant, c'est la science pure et dure qui a commencé à soulever le couvercle de la boîte de Pandore et qui a commencé à nous dire des choses, en gros, que tout est relié. Ah, quelle surprise! C'est pas alors les grands arbres, par exemple, n'étouffent pas les petits. Alors c'est tout récent en France, le livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, est en train juste d'arriver en France. Hein. Ça fait quelques années que dans les pays germanophones, on parle beaucoup de Peter Wohlleben. Les grands arbres, par exemple, n'étouffent pas les petits. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au contraire, ils les nourrissent par les racines, ils leur donnent le biberon, ils leur donnent à téter, puisque les petits arbres n'ont pas accès à la lumière. Vous avez déjà remarqué certainement qu'il existe des arbres, j'en ai vu encore tout à l'heure en arrivant en TGV, qui sont au bord d'une falaise avec les racines qui pendent dans le vide. Un arbre tel que celui-ci ne peut pas survivre normalement parce qu'il n'a pas assez de réseau de racines pour recevoir assez de nutriments pour survivre. Impossible. Non, mais les arbres alentour lui envoient un réseau de racines pour, par les racines, le nourrir et complémenter ce manque. Donc finalement, oui, ça change complètement notre vision de la nature. On ne peut plus la présenter de la même manière. Et il en va ainsi, je fais vite, hein, vous allez vous demander pourquoi je parle de ça maintenant, mais vous allez comprendre, j'espère, qu'il y a une logique. Et donc ça modifie complètement notre vision de la nature, parce qu'on ne peut plus parler de la nature comme on l'avait jusqu'à présent représenté. Il y a un nouvel éclairage qui est devenu inévitable et qui est en train de s'installer. On ne va plus pouvoir faire comme si on ne savait pas que finalement, ce n'était pas comme on l'avait cru jusqu'ici. Et si j'en parle, c'est que parallèlement à ce changement concernant notre éclairage de la nature, il y a un changement tout aussi radical et capital qui a eu lieu en ce qui concerne notre éclairage de l'enfance. Bon, alors il n'est pas encore arrivé jusque dans les bureaux de ceux qui prennent des décisions, mais il est en train de faire lentement mais sûrement sa place,
parmi vous finalement. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons là. Et ce nouvel éclairage, il repose sur une autre erreur, c'est que pendant les mêmes siècles, les mêmes décennies, pendant lesquelles on nous a présenté le monde comme ce champ de bataille épouvantable, cette course pour la survie, on nous a présenté l'enfance pendant ces mêmes siècles, ces mêmes décennies, comme un état extrêmement inférieur, proche de zéro. L'enfant proche de zéro, vous pouvez le lire partout, j'ai entendu encore très récemment sur France Culture, l'enfant attend qu'on l'élève, c'est-à-dire qu'on l'amène plus haut, c'est-à-dire qu'on l'amène à la hauteur de ceux qui sont en haut pour devenir des hommes. Ai-je entendu à la radio, donc c'est encore rudement bien installé dans notre paysage et nos mèmes, nos gènes moraux. On pourra peut-être en parler pendant l'atelier de tout à l'heure. Donc, l'enfant parti de zéro, par la chance d'une éducation efficace, c'est de l'élevage, non, c'est ça quand on est élevé, non, c'est pas ça. S'il se donne du mal, s'il fait des efforts, la fameuse notion, alors ça on aime beaucoup ça, alors je suis à demi allemand, je peux me permettre, mais en allemand par exemple, faire des efforts, c'est atmen. Et c'est terriblement ancré dans notre génétique morale, cette idée qu'il faut faire des efforts pour mériter de changer de statut. Et donc de passer du zéro auquel on était né à un stade plus élevé, et puis d'étape en étape, comme un jeu d'arcade, à force de réussir les épreuves, on va finir en une version plus. Les adultes, c'est eux la version plus. Grand format, le but à atteindre. C'est comme ça qu'on nous a présenté l'enfance. Puis, parallèlement au changement de paradigme concernant la nature, il y a eu le même changement concernant l'enfance. On ne peut plus éclairer l'enfance de la même manière, et ça nous vient encore une fois par la science, et c'est quand même intéressant, dans un monde aussi cartésien que le nôtre, que le changement d'éclairage nous arrive par la science. Et donc là, on nous dit tout d'un coup, finalement, on s'est trompé, c'est pas exactement comme ça, voire pas du tout. Pas du tout, parce que les enfants sont venus au monde en tant que bombe de potentiel. Un enfant peut tout apprendre et peut tout devenir. Et ça se laisse expliquer, c'est très facile à expliquer scientifiquement, c'est que les programmes génétiques qu'ils nous font n'ont aucune idée du lieu et de l'époque à laquelle nous allons venir au monde. Ils ne savent pas où et quand. Ils ne peuvent pas savoir si c'est il y a 2000 ans sur la banquise ou dans 50 ans dans le désert à Montpellier. Ils ne peuvent pas le deviner. Ne pouvant pas le deviner, ils ont eu l'idée de nous équiper d'un dispositif susceptible de s'adapter à absolument tous les environnements. Et ce dispositif génial, c'est nous-mêmes. C'est cet océan des potentiels qui est le nôtre à la naissance. Nous venons au monde capables de tout apprendre et de tout devenir. Et nous en avons conscience. Dans la bouche d'un bébé, il y a potentiellement toutes les langues de ce monde. Un bébé peut parler toutes les langues maternelles. Il a la possibilité de prononcer tous les sons de toutes les langues de ce monde. Ça évolue très vite. Mais c'est une jolie métaphore pour cet océan de potentiel, cette capacité que nous avons à tout apprendre et tout devenir. Seulement voilà, par exemple, en Amazonie, il est absolument indispensable pour survivre de savoir discerner 256 nuances de vert. Ici, à Montpellier, c'est beaucoup moins utile. Qu'arrive-t-il à ce potentiel qui est en nous de discerner autant de nuances de vert? Que lui arrive-t-il ici à Montpellier? Il va s'étioler, se racornir, se rabougrir jusqu'à disparaître. Alors c'est pas grave. Il se disparaît pour laisser la place à d'autres potentiels, eux, en revanche, indispensables à notre survie sous les latitudes dans lesquelles nous sommes venus au monde. Oui, mais ça n'arrive pas qu'à ce potentiel-là. Ça arrive à la majorité de nos potentiels. Pendant les premiers mois de notre vie, nous vivons une hémorragie de nos potentiels, une hémorragie effrénée qu'on ne peut plus arrêter. On sème aux quatre vents l'ensemble de cet océan de potentiel. On élague au nom de ceux nécessaires à notre survie ici, jusqu'à ce qu'à la fin, ma foi, loin d'une version plus, ce qui reste, c'est plutôt une version bonsaï. Nous devenons l'ombre de ce que nous aurions pu devenir. C'est ça, nous les adultes. Et ça, c'est un tout nouvel éclairage. C'est un tout nouvel éclairage qui nous contraint à nous poser la question, qui sont les gardiens de nos potentiels?
Qui sont les gardiens de nos potentiels? Est-ce que c'est tous ces acrobates capables des choses les plus hallucinantes? Est-ce que c'est tous ces mathématiciens? J'en connais un qui est capable de calculer 16 décimales en 2 secondes. Est-ce que ce sont tous ces musiciens? Est-ce que ce sont tous ces astronautes? Oui, oui, chacun d'entre eux, tous ces maîtres spirituels, chacun d'entre eux a développé 1, 10, 1000 potentiels. Et chacun d'entre nous ici a développé toutes sortes de potentiels. Mais ça reste une infime fenêtre entrouverte sur l'océan des potentiels qui était le nôtre à la naissance. Les gardiens de nos potentiels, ceux qui peuvent encore tout devenir, ceux qui peuvent encore tout apprendre, sont nos enfants. Et ça, c'est en train de complètement changer notre éclairage de l'enfance. On ne peut plus rencontrer un enfant de la même manière à partir du moment où on a pris conscience de cette chose. C'est de ça dont, pendant cette introduction de l'introduction, je voulais vous parler. Avant d'en passer... Je vous remercie. Je vous remercie. Avant de passer à l'introduction est en étroit rapport avec cette introduction de l'introduction, parce que je viens juste de finir de comprendre une sorte de, je sais pas, j'aime pas appeler ça un concept, mais un constat en tout cas. C'est que dans chacun, il y a un enfant blessé. C'est l'enfant auquel on a dit un jour, enfant, tel que tu es, ça va pas. C'est pas OK. C'est pas bien. Ou alors c'est pas suffisant. C'est cet enfant auquel on a dit, tel que tu es, tu ne suffis pas. Ça commence diablement tôt dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ça commence tôt dans nos vies. Ça commence avec une petite question qui a l'air tellement anodine, qui a l'air tellement innocente, voire gentille, et que tous les parents, et je vous vois nombreux dans la salle, puis il y a ceux qui le sont et ceux qui l'ont été, vont reconnaître, et puis les autres aussi. Vous allez la reconnaître, cette question anodine et mignonne. C'est... Alors Benjamin, mon deuxième fils, 17 mois entre-temps, ou 18 bientôt, il n'avait pas 2 jours, que le chauffeur de taxi, alors moi j'ai un contentieux avec les chauffeurs de taxi, je serais peut-être amené à, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'ils vous tiennent prisonnier dans un espace clos, vous tiennent prisonnier de leur opinion, et puis en général tu fermes parce que tu as envie qu'ils te ramènent plus ou moins entier à la maison, donc Benjamin n'avait pas 2 jours que déjà le chauffeur de taxi me l'a posé la fameuse question, alors, il fait ses nuits? Ah, je vois que vous la connaissez. Alors, elle a l'air anodine et gentille, comme ça, la question, s'il fait ses nuits. Le problème, c'est que, une fois qu'on te l'a posé la question, tu ne peux pas faire autrement que la prochaine fois que tu rencontres ton enfant, qui en toute logique ne fait pas ses nuits, pour plein de raisons, hein, ben, tu vas le rencontrer et puis tu vas lui donner... Et alors là où c'est grave, c'est que tu vas communiquer avec lui dans le domaine du non-verbal, c'est-à-dire la langue que les enfants, surtout les bébés, comprennent le mieux. Tu vas lui donner à comprendre à cet enfant, je t'aimerais plus si tu dormais plus. C'est-à-dire que pour que je t'aime vraiment, il faut que tu changes. Ce qui veut donc dire, tout simplement, que tel que tu es, ça ne va pas. Qu'il faut que tu changes, que tu te donnes la peine de correspondre à mes attentes. Il faut que tu deviennes. Ah, cette nécessité de devenir, on va nous obséder avec cette idée de devoir devenir. On va nous obséder à un tel point que jusqu'à aujourd'hui, on est absolument obsédé par la nécessité de devenir parce qu'on n'arrête pas de nous dire « ça serait quand même mieux si tu faisais pas ceci ou si tu faisais cela, etc. » On n'arrête pas de nous dire qu'on serait mieux si on changeait, si on devenait. Et cette nécessité de devenir pour nos enfants, ça les met dans un état de panique parce qu'il s'avère que lorsque l'on est tellement obsédé par la nécessité de devenir, eh ben, on n'a plus le temps d'être. Or, nos enfants, c'est ce qu'ils voudraient être, sans nécessité de devenir, de devoir changer, de devoir dormir plus ou faire ceci ou faire cela. Et cet enfant blessé, ben, nous le portons tous en nous. Et pourquoi? Ben parce que l'enfant ne fait pas la différence entre la personne et l'opinion, entre lui et l'opinion qu'on a de lui. Et ça se laisse expliquer aussi assez facilement, c'est pas difficile. L'enfant, lui, il a parfaitement conscience
de l'infini de ses potentiels. Il sait qu'il peut tout devenir et tout apprendre. D'ailleurs, écoutez les enfants faire la liste de ce qu'ils ont l'intention de devenir. Vous allez croire que c'est naïf, non pas du tout. C'est la véracité de leur ressenti par rapport à leur capacité à tout devenir et à tout apprendre. Le problème, c'est qu'on devient comme on nous voit. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. C'est soit une catastrophe, soit une grande chance. Les yeux qu'on a posés sur nous lorsque nous étions enfants définissent aujourd'hui encore de quels yeux nous nous voyons nous-mêmes aujourd'hui. L'enfant a parfaitement conscience, je disais, de son infini potentiel, 100%, et de l'autre côté, il y a l'opinion du monde qui lui dit 0. Encore 0. Mais si tu te donnes du mal, ça va évoluer. Hein. Mais ça, là, la discrépance, l'arrachement, le déchirement entre les deux opinions est une énorme souffrance pour l'enfant, parce que ça le déchire. Alors il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il puisse rétablir l'équilibre entre les deux opinions, la sienne et celle des autres. Alors il va devoir changer quelque chose. Comme il ne peut pas modifier l'opinion des autres, il va s'attaquer à la seule chose qu'il peut modifier, c'est-à-dire sa propre opinion de lui-même. Et c'est ainsi qu'on commence tous très tôt à modifier notre opinion de nous-mêmes et à la ramener au point d'équilibre par rapport à l'opinion des autres. C'est ainsi que nous commençons à penser de nous-mêmes ce que les autres pensent de nous. Et c'est ainsi que certains parmi nous vont se mettre à penser « je suis nul en maths » ou « j'ai jamais compris ci » ou « jamais compris ça » ou « je ne suis pas fait pour parler en public » ou « la musique et moi ça fait deux » et toutes ces choses-là que plein d'entre nous portent en eux comme autant de petits cadavres et de petits échecs. Eh bien oui, mais tu n'es pas fait pour ça. Tout ça, c'est pas vrai. Ça, c'est le regard des autres qui est devenu notre propre regard. Et comme si tout cela ne suffisait pas et n'était pas assez dramatique, il s'avère que ce regard posé sur nous, qui a défini comment nous nous voyons encore aujourd'hui, eh bien, ce regard définit également de quel regard nous regardons aujourd'hui, quel regard nous posons aujourd'hui sur nos enfants. Et ça c'est une catastrophe. Il faut qu'on en ait conscience. Et c'est de ça, de cet enfant blessé que je voulais parler. Parce que cet enfant blessé en chacun de nous, cet enfant blessé sur la terre, il ne voulait en réalité entendre qu'une chose, qu'une seule chose. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Plus exactement, c'est parce que tu es comme tu es que je t'aime. C'est ça qu'il voulait entendre, l'enfant en nous. Parce qu'on leur dit souvent « je t'aime hein, », mais on oublie ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est de cette réconciliation avec l'enfant blessé qui est en nous, parce qu'il s'avère bien sûr que cette réconciliation avec... Je ne vous vois pas du tout, vous, derrière, là. Il s'avère que cette réconciliation avec l'enfant blessé, elle va changer le monde. Elle est en train de le faire, mais elle va changer le monde. Et puis il y a des pistes, et je voulais... Maintenant, ça y est, j'en ai enfin fini, après 20 et quelques minutes, j'entre enfin dans le vif du sujet. Il y a des pistes peut-être pour cette réconciliation, et c'est ce dont je voulais vous parler ce soir, en abordant maintenant brièvement, on pourra approfondir tout à l'heure si vous voudrez, tout à l'heure ce sera nettement plus interactif, c'est ça, il y a 2 micros. J'y compte bien, me taire enfin, ce qui ne marche jamais, surtout, et puis quand j'annonce que je vais être très court, en général, ceux qui me connaissent rient beaucoup, j'en suis désolé d'avance. Et donc j'entre dans le vif du sujet, je voulais vous parler de 4 dispositions spontanées que certains d'entre vous connaissent, mais je voulais les rafraîchir avant de passer à la partie interactive donc, de cette soirée. Je voulais vous parler de 4 dispositions spontanées qui sont les nôtres à la naissance. C'est-à-dire, je voudrais vous parler de cet équipement de base qui est commun à tous. Personne ici, là, n'est venu au monde sans cet équipement de base. Il s'agit vraiment de notre équipement de série. Là, c'est carrément un jet privé, ça. Ah non, ouais, non. C'est vous. On va le laisser... Alors, notre équipement de base, je le répète, vraiment, personne ne peut nous priver de cet équipement de base. Il n'y a pas de handicap ou de maladie qui soit suffisamment forte pour nous priver
de ces dispositions spontanées. Elles sont nombreuses, je vais en aborder 4, non pas qu'elles soient plus importantes que d'autres. C'est 4 que j'ai presque choisies au hasard parce qu'elles me sont particulièrement importantes. La première disposition spontanée que je voudrais vous présenter ce soir, elle est particulièrement aisée à présenter. Il me suffit de vous poser une question. Je vais vous la poser, mais soyez rassurés, je vous la pose parce que j'ai bien conscience que vous connaissez la réponse à cette question. Je ne vous la poserai pas, sinon, on n'est pas à un examen là, je ne suis pas là pour vous piéger. Alors la question, vous allez voir, bien sûr, ce ne serait pas drôle si vous ne connaissiez pas la réponse. La question est la suivante. Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille ? Jouer, c'est drôle, hein, là on le sait tout de suite, on n'a pas besoin de réfléchir, ça tout le monde le savait, tout le monde connaît la réponse à cette question, tout le monde la connaît tout de suite. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre qui est sorti il y a 4 jours chez Actes Sud. Jouer, on sait ça, jouer. La première, je demande à n'importe qui, tout le monde va te dire quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille, jouer. Donc on le sait tous, c'est intéressant de savoir qu'on le sait tous. Donc en réalité, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Génial. J'adore répéter des choses que vous savez déjà. Du coup, ça m'a l'air d'être utile. Donc la première chose que fait un enfant, c'est de jouer. Tous les enfants jouent, tous les enfants du monde, hein, quelles que soient les circonstances environnantes, quelle que soit la guerre, la misère, la famine qui les entoure. L'enfant, dès qu'il en a la possibilité, joue. Et même les enfants malades, hein, c'est particulièrement touchant de voir les enfants malades qui continuent à jouer. La nécessité de jouer pour l'enfant est tellement forte qu'elle est plus forte que la faim, plus forte que la soif, plus forte que la douleur, plus forte que la douleur. Vous l'avez certainement observé, il y a beaucoup d'enfants sur le site, vous avez dû observer des enfants. Moi, je l'observe, alors je vous présente, après vous avoir présenté Benjamin, mon fils puiné, je vous présente Antonin, mon fils aîné que certains connaissent. Alors Antonin, c'est mon portrait craché pour ceux qui le connaissent. Il est blond, il a les yeux clairs et la peau blanche. Et donc Antonin, 7 ans et demi entre-temps déjà. Je l'observe par exemple jouer avec son petit avion. Et puis il n'a pas vu là qu'il y a une différence de niveau et hop, il s'étale par terre. Et il a un peu de sang sur les mains parce qu'il s'est blessé, et puis des larmes sur les joues parce que ça fait mal quand même. Et puis, mais bon, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ramasse son avion et puis il vérifie que tout va bien. Et puis, tout en pleurant avec les larmes, Histoire banale, vous en avez vécu des centaines comme ça, donc on le sait, c'est plus fort. Quand je dis que c'est plus fort que les autres nécessités, donc j'induis que le jeu est une nécessité, quand je dis que c'est plus fort que les autres nécessités, par exemple Antonin encore, qui après une journée dehors en plein soleil, non une matinée dehors en plein soleil, rentre à la maison en disant qu'il a soif. Alors pour qu'Antonin dise qu'il a soif, il faut qu'il ait vraiment très très soif. Il rentre, alors nous on habite dans un chantier, on est en train de reconstruire une maison pierre à pierre, enfin plutôt euro par euro. Donc ça prend et ça va prendre très longtemps. Et donc, elle n'est pas finie, c'est un chantier. Il y a une pièce qui est finie, la plus grande, la plus belle, c'est la chambre d'Antonin, dans laquelle, bien évidemment, il ne stationne jamais, puisqu'il veut être là où nous sommes, et nous, on est toujours dans la cuisine. Donc, alors, la cuisine, ou ce qui sera un jour, et puis dans la cuisine, on a une table familiale, j'imagine que vous avez la même à la maison, celle qui est toujours super bien rangée. Je vois, vous avez la même. Ben forcément, c'est là qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on dessine, qu'on écrit, qu'on met l'ordinateur, enfin quand il y a de la place, enfin chez vous elle est super bien rangée, chez nous pas vraiment. Et donc il faut vous dire aussi que depuis quelques années, Antonin est, je ne sais pas comment dire, on va dire passionné, mais il y a un autre mot, mais je ne veux pas l'utiliser encore. Il est fusée, voilà, il est fusée. Il se lève en tant que fusée, il se couche en tant que fusée, il se relève en tant que fusée. Je sais, c'est très courant, hein, mais donc il arrive, il descend le matin. Alors il voulait une Saturn V, la fusée Apollo, la fusée lunaire. Hein. C'est très très difficile d'en trouver une avec les étages qui se séparent et le LEM qui se retourne. Tu trouves ça que dans le modélisme. On en a une qui fait 1,10 m, je vous laisse calculer pourquoi. Donc il descend le matin avec Saturn V sous le bras, et puis il arrive à la table, fameuse table, et donc il pousse un peu pour avoir de la place, pour poser, parce qu'elle est sur son pas de tir en plus, donc pour poser l'ensemble, il faut, voilà. Et puis il part jouer. Et c'est à la fin de cette matinée qu'il rentre à la maison en disant qu'il a soif. Et donc je lui prépare un verre, et je cherche où le poser. Et le seul endroit où il y a un peu de place, c'est forcément sur le pas de tir à côté de la fusée. Donc je pose le verre et je lui dis, elle est là, ton eau. Ah! Là,
Et donc il arrive, et que fait-il? Bien évidemment, il prend la fusée, et sans boire, il retourne jouer 1 heure dehors, alors qu'il était venu parce qu'il avait soif. Bon, c'est juste pour illustrer cette chose qu'on savait tous, hein, c'est que le jeu pour l'enfant est plus important que tout. On le sait si bien, on le sait tous tellement bien, qu'on connaît tous également la réponse à la deuxième partie de ma question, plus exactement la question subsidiaire, on la connaît aussi. Donc voilà, la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille, c'est de jouer. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait. Alors c'est toujours ou tout le temps, c'est les deux, c'est toujours et tout le temps. Donc on le sait ça aussi, on le sait. Si on ne l'interrompait jamais, il jouerait toujours, il jouerait tout le temps. Donc on le sait même tous. Ah, j'en prends note. J'ai une question alors du coup, et là je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse. Comment ça se fait qu'on interrompt toujours nos enfants occupés à jouer? Par manque de confiance. Par manque de confiance en eux, donc en nous, puisque eux c'est nous. On pense que cet équipement de base qui était le nôtre, il ne suffit pas. Donc il y a une motion de censure générale envers l'enfance, qui justifie d'ailleurs ce positionnement que tu illustres de manière super agréable pour toi, n'est-ce pas? Le torticolis voilà. Et en plus là, je vais ajouter que... Non, reste comme ça, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Ben, bien sûr que ça fait mal au cou, c'est la position de tes enfants. Dans le monde. Non, si dans le monde, c'est leur position. Non, mais parce qu'attention, il ne suffit pas de descendre géographiquement. Ben non, parce que si je descends géographiquement, mais que dans ma tête, je suis toujours perché là-haut, on s'en fiche de ma position géographique. C'est là. Et donc, et puis en plus, je vais ajouter, je sais ce dont tu as besoin. Ben oui, je sais ce dont les enfants ont besoin. Ben évidemment, je sais ce dont ils ont besoin. Par exemple, ils ont besoin de limites. Là, tu peux faire consensus avec ça, tu peux dire ça devant une assemblée comme la nôtre, pas ici, pas aujourd'hui. Hein. Mais tu peux dire en général, les enfants ont besoin de limites, et là, tu vas avoir 300 personnes, ou 400, je ne sais pas combien vous êtes, ou plus même, là, qui sont d'accord. Et c'est marrant parce qu'il suffit de changer un mot, et la phrase est cassée, elle ne marche plus. Tu vois, regarde, je me positionne pareil. Non, au contraire. Tu sais, toi, tu vois mes yeux, donc tu ris, mais eux, là, pas du tout, donc ils souffrent. C'est ce que j'essaie d'obtenir, justement. Donc merci du sacrifice. Donc je change un mot. Et au lieu de dire « je sais ce dont les enfants ont besoin », donc la phrase « les enfants ont besoin d'eux », ça signifie « je sais ce dont les enfants ont besoin ». Donc par exemple, je change un mot et je dis « moi, je sais ce dont les femmes ont besoin ». Elles ont besoin de limites. C'est marrant, hein, ça a beaucoup moins... Enfin, sauf avec vous, je remarque. Mais ça a beaucoup moins de succès comme phrase. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça. Merci, je suis rassuré quand même. Et donc, si ça ne marche pas pour les uns, si la phrase ne marche pas avec l'un des mots, je me demande pourquoi elle est censée marcher avec un autre. Et donc, il y a cette motion de censure généralisée envers nos enfants qui justifie ce positionnement face à nos enfants. Or, le positionnement différent, il est dans notre cœur. Hein. Donc, mon positionnement géographique, en réalité, on s'en fout. Non, c'est vrai parce qu'on en a fait un truc. On a dit aux enseignants, mets-toi accroupi face aux enfants seulement. Comme ce n'est pas véritablement une attitude, mais un changement de posture. Et vous allez voir, c'est ce dont je vais essayer de parler tout au long des 3 heures. Ne vous inquiétez pas, il ne vous reste que 2h30 qu'on va passer ensemble. C'est ça, c'est que malheureusement, il n'est pas géographique ce positionnement. Et que la géographie, en l'occurrence, elle est presque égale. Donc, j'y arrive. Cette motion de censure envers l'enfance, elle atterrit finalement dans notre escarcelle. Ça veut dire, je ne fais pas confiance à l'enfant, et comme on a tous cet enfant blessé en nous, et comme on a tous été un enfant et qu'on l'est encore, je ne fais pas confiance à moi, et puis je ne fais pas confiance à mon propre désir de jouer. Hein. On essaye toujours de le cacher, de le dissimuler. Je suis en train d'installer le train électrique de mon fils. Donc on est toujours obligé de le justifier. Hein. D'ailleurs, un jeu d'enfant, c'est rarement considéré comme un compliment, puisqu'on peut interrompre un jeu d'enfant, hein, à volonté, on en reparlera encore. Et donc, alors que la neurobiologie, j'ai l'extrême chance de travailler avec de nombreux scientifiques, on sera amené à en parler tout à l'heure, la neurobiologie dont je parlais bien avant que ce ne soit tellement à la mode depuis peu, la neurobiologie nous dit que justement, le jeu est l'outil d'apprentissage par excellence, il n'en a jamais été inventé de meilleur. Et on en est tous équipés en série. Imaginez, on est tous venus au monde équipés du meilleur dispositif d'apprentissage qui ait jamais été inventé, le jeu. Et de plus, on est équipé d'un irrésistible penchant
pour cet outil, pour le jeu. Voilà qui est un bel appel à la confiance, je trouve. Hein. On est tous équipés en série et pourtant non. Pourtant non, le jeu est déchu, déconsidéré. Et ça, pour l'enfant, c'est difficile. Et ça va être d'ailleurs l'occasion d'une autre blessure que vous allez me permettre d'illustrer. Je vous promets, je vais aller plus vite après. Le jeu. Pour enfants, et pour des raisons que vous comprendrez, vu qu'il n'y a pas d'outil d'apprentissage meilleur, pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. L'enfant ne peut absolument pas distinguer les deux notions. Et pour cause, on ne peut pas les distinguer pour plein d'autres raisons que la neurobiologie explique également et dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc l'enfant ne peut pas distinguer entre ces deux choses, entre ces deux notions. Elles ne sont qu'une pour lui, il n'y en a qu'une. Jouer, apprendre, c'est une notion pour l'enfant. Il ne peut pas les séparer. Il ne les envisage pas l'une sans l'autre. Il faut bien qu'on imagine ça. Il ne l'envisage pas l'une sans l'autre. Alors je vais changer de victime. Il faut juste qu'on imagine ce qui se passe dans le cœur et la tête d'un enfant auquel un matin, une personne de référence primaire, donc en général les parents, hein, dit « Ah ben, il va falloir que tu arrêtes de jouer pour te mettre à apprendre. Ah » Alors c'est un peu comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Alors, je vois ton rire. Bah oui, je sais ce qu'il veut dire. Je t'en remercie d'ailleurs. Mais simplement, ce que tu es en train de penser de moi, qui te fait cette demande ridicule, eh bien, aucun enfant ne le pense d'un adulte. Et ça, c'est terrible. Aucun enfant ne remet en question l'adulte. Aucun enfant ne met en doute l'adulte. Aucun enfant ne pense que c'est l'adulte qui a un problème. Ils ne sont pas programmés pour ça. Dès qu'il se retrouve dans une situation telle que celle-ci, l'enfant automatiquement pense que celui qui a un problème, c'est lui. C'est lui qui a un problème. Et ça, c'est une blessure. Parce que ça veut dire, bah, tu as un problème, ma grande. Autrement dit, ben, tel que tu es, ça ne va pas. Il va falloir que tu changes, il va falloir que tu sépares ces deux notions que tu n'arrives pas à séparer, hein, et puis il va falloir que tu t'arrêtes de jouer, tu te mettes à apprendre, parce qu'on a séparé les deux choses. Hein. Jouer, c'est pas du tout sérieux, tandis qu'apprendre, c'est très très sérieux. Hein. Et si apprendre devient ludique, c'est suspect. Vous avez remarqué ? Et donc c'est une blessure de plus, parce que tel que je viens de le dire, c'est pas très agréable. C'est comme ça que le ressentent nos enfants. C'est une blessure de plus, c'est d'autant plus une blessure, c'est que nous interrompons le jeu de nos enfants sans jamais hésiter, puisque ben, c'est jamais qu'un jeu d'enfant. Oui, on peut l'interrompre. Ben, pour l'enfant, ça aussi c'est une blessure de plus. Ben oui, parce que les enfants ne savent pas distinguer entre eux et leur jeu. Ils sont leur jeu. Hein, c'est ce qui leur confère d'ailleurs cette incroyable liberté qui est la leur. Parce que nous, pour voler, ben, il n'y a plus que nos rêves qui nous en donnent la possibilité. Mais nos enfants, ils volent à chaque fois qu'ils le souhaitent dans leur jeu, et puis ils sont à la fois l'avion, l'air, le steward, les oiseaux, le capitaine, ils sont tout ça à la fois. C'est une très très haute liberté qu'ils ont dans leur jeu. Et donc ils sont leur jeu. Et si j'interromps ton jeu en te disant ben, ton jeu n'a pas d'importance, comme tu es ton jeu, ben, c'est toi qui n'as aucune importance. C'est une blessure de plus. Ça veut encore une fois dire qu'à mes yeux, tu n'as pas la même valeur que d'autres. Ça s'appelle l'agisme. Et c'est une blessure. Et c'est avec cette blessure que nos enfants se promènent. Il y a beaucoup à dire au sujet du jeu. J'aimerais dire beaucoup, notamment qu'il y a toutes sortes d'états que nous voudrions voir chez nos adultes, et qui sont précisément les états de nos enfants lorsqu'ils jouent. Je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai tout à l'heure pendant l'atelier, parce que je voudrais passer à une deuxième disposition spontanée qui est la nôtre à la naissance. Elle est intimement connectée à la première. Je vous ai dit que je travaille avec des scientifiques, avec des neurobiologistes, notamment avec le neurobiologiste allemand, professeur Gerhard Hüther, dont je vous incite à lire les écrits, d'ailleurs prochainement en français. Alors, pendant des années, on nous a dit que nos cerveaux étaient programmés par nos gènes, que notre génétique programmait, décidait, câblait notre cerveau, donc décidait de notre intelligence. Alors ça, c'était très très pratique, puisque ça créait deux catégories, ceux qui sont nés intelligents et ceux qui sont nés idiots. Et on appartenait à l'une ou à l'autre des catégories, et puis on y restait fidèle toute sa vie, puisque qui dit génétique dit gravé dans le marbre.
On n'avait pas encore découvert l'épigénétique, donc on pensait que la génétique immuable, et donc voilà, tu ne changes pas tes gènes. Hein. Donc un peu en plus on disait génétique, donc on disait héréditaire, donc parents idiots, enfants idiots, parents intelligents, enfants intelligents. On créait 2 catégories et la nécessité de se tenir à l'une ou à l'autre des catégories. On appartenait à sa catégorie et on y restait fidèle. Et donc ça a tenu bon. Ça a tenu bon surtout qu'on a créé tout un ordre du monde qui repose sur cette idée qu'il y a des gens bêtes et qu'il y a des gens intelligents. Qu'il y en a qui ont des bonnes notes, qu'il y en a qui ont des mauvaises. Ben oui, lui il est intelligent, lui il est bête, t'as vu sa mère, bon voilà. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et ça nous choque quand je le représente et pourtant c'est le quotidien. Et c'est ça qui me frappe toujours. C'est qu'une fois ici sur scène, ça nous choque. Mais ça va te choquer au quotidien. Je me permets de vous tutoyer pendant la conférence et l'atelier, je vous revois à la sortie, ne vous inquiétez pas. Donc on a cru ça, et l'ordre du monde qui repose sur cette croyance est toujours très très bien en place. Il y a toujours cette idée. Alors là aussi, ça n'a pas encore complètement fait son chemin, mais c'est en train. Parce qu'il s'avère qu'il y a eu une découverte assez récente, mais quand même suffisamment ancienne pour qu'à l'époque, les téléphones portables aient encore des touches. On a découvert que la région du cerveau qui est en charge des mouvements du pouce est considérablement plus développée chez les jeunes de nos jours. Et oui, ça repose sur l'utilisation intensive du SMS. Et donc, bien sûr, un Britannique, vous avez toujours remarqué que c'est des scientifiques britanniques qui découvrent les choses? Ça va vous frapper à partir de maintenant. Et donc un scientifique britannique a analysé ces données et a dit « Mais bon sang de bonsoir, si le cerveau s'est développé selon l'usage qu'on en a fait, mais c'est qu'il n'est pas programmé génétiquement, mais qu'il est susceptible d'évoluer selon l'usage, un peu à la manière d'un muscle. Donc le cerveau serait un organe comme les autres, qui se développe selon l'usage qu'on en fait. Oh, voilà qui remettait bien des choses en question, et bien des choses à plat. Alors, ayant remarqué que c'était le cas, que le cerveau, tel un muscle, s'était développé là où on l'avait sollicité, il y a des gens, alors à l'époque, les neurobiologistes et les pédagogues travaillaient ensemble, et là, ils se sont dit, d'ailleurs, il y a eu un reportage récemment là-dessus, bon, alors on va travailler dans ce sens-là, puisque le cerveau est comme un muscle, on va faire un programme de musculation pour le cerveau, musculation cérébrale, et on aura tous des gros cerveaux. Donc ils ont développé de la stimulation précoce, certains d'entre vous ont dû passer par là ou la pratiquer, donc c'est 5 langues à l'école maternelle, sudoku au petit déjeuner, du chinois dans le ventre de la maman par l'intermédiaire de haut-parleurs. Vous riez, mais ça a tout été fait, hein, avec des résultats assez spectaculaires, puisque nul. Aucun résultat, au grand désespoir de ceux qui avaient développé ces programmes de musculation cérébrale, puisque ça marche tellement bien pour les SMS, pourquoi ça ne marche pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques? Il manquait un élément de la découverte que certains d'entre vous connaissent déjà, mais le voilà. Il s'avère que notre cerveau, certes, se développe là où nous l'utilisons, mais uniquement lorsque nous l'utilisons avec enthousiasme. Et voilà la clé des choses, voilà la notion du 21e siècle. Et là aussi, c'est encore extraordinaire que la science nous apporte la preuve d'une chose, mais qu'on savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes, nous rend capables de tout. Nous savions tous qu'en état d'enthousiasme, nous sommes à proprement parler géniaux. Ça, on le savait. Mais maintenant, la neurobiologie nous montre ce qui se passe. Au bout de longs filaments sont sécrétés des cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. C'est le mot de la neurobiologie, de l'engrais. L'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. D'ailleurs, nos enfants, les petits, éprouvent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Et qui vit avec des enfants où on observe, et chacun d'entre vous est dans cette position, aura remarqué qu'un enfant s'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Et ce, pour tout. Pourquoi pour tout? Parce qu'ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les métiers et entre les matières. Si je te demande de mettre tricot et mathématiques sur un pied d'égalité, je ne suis pas sûr que tu sois d'accord, mais c'est comme ça que nos enfants le voient. Et ils n'ont pas de raison de s'enthousiasmer davantage pour le métier de l'astronaute que pour le métier du laveur de carreaux. Et comme ils n'ont pas de raison de s'enthousiasmer pour l'un plus que pour l'autre, ils s'enthousiasment pour l'un et pour l'autre de la même manière. Et c'est pour ça que nos enfants vivent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. C'est intéressant parce que ça veut dire que non seulement on est tous venus au monde équipés de l'engrais cérébral, du meilleur outil d'apprentissage qui soit, de notre désir de l'utiliser, d'une portion d'engrais cérébral portable, mais en plus que le cerveau de nos enfants baigne littéralement du matin au soir dans un bain d'engrais cérébral portable.
voilà quand même une belle manière de commencer sa vie. Et donc voilà, une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes dans le cerveau d'un enfant. Et vous voulez probablement savoir ce que les mêmes statistiques disent sur la fréquence à laquelle un adulte, sous nos latitudes, éprouve la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant de 2 à 3 ans éprouve toutes les 2 à 3 minutes. Vous voulez vraiment le savoir? Alors c'est 2 à 3 fois par an. En moyenne mondiale, en moyenne mondiale. Oui, bah alors toi, quand je te vois, j'ai l'impression que tu exploses littéralement la moyenne. Donc, on va dire que tu t'enthousiasmes 9 fois par an. Je ne sais pas si tu sais ce que ça signifie. Ça signifie que tu as piqué la part de 2 autres, statistiquement. Statistiquement. Donc, 2 autres qui, pendant que toi, tu t'enthousiasmes 9 fois par an, ne peuvent pas s'enthousiasmer du tout. Ça explique beaucoup des problèmes de ce monde. C'est toute ta faute. Ceci dit, je tiens à te rassurer, mais pas vraiment parce que je vois que tu n'es pas inquiète, mais c'est surtout nous tous que je voudrais rassurer. L'enthousiasme est la seule ressource inépuisable sur Terre. Plus on en fait usage, plus il y en a. Ça veut dire qu'il y a dans chaque enfant un génie potentiel qui n'attend qu'une chose, et comprenez bien le mot génie. Il y a de la génialité dans chaque enfant qui n'attend qu'une chose, c'est son enthousiasme, état natif. C'est comme la méditation, on n'est pas en train de vouloir atteindre un état, on est juste en train de débarrasser les scories pour retrouver cet état. Il y a un génie dans chaque enfant qui attend son enthousiasme, mais comme il y a un génie dans chaque enfant, il y a un génie en chacun d'entre nous qui n'attend qu'une chose, c'est notre enthousiasme. Seulement voilà, pour nous enthousiasmer avec la même véracité, avec la même authenticité, avec la même force qu'un enfant de 2 à 3 ans, il va falloir que nous nous débarrassions de pas mal de choses. Par exemple, des susnommées hiérarchies entre les métiers et les matières, parce que sinon, si ça se trouve, ce qui t'enthousiasme toi et qui te rendrait génial, si ça se trouve, c'est pas reconnu par la société. Alors du coup, tu oses même pas te l'avouer à toi-même que ce qui te rendrait génial t'enthousiasme, et du coup, tu y renonces au profit de ce que la société a reconnu comme étant digne. Peut-être pas d'enthousiasme, du moins d'intérêt. Et ça, c'est un gros problème, parce que ça nous prive de notre génialité. Alors, si on arrivait à se débarrasser de toutes ces hiérarchies, on pourrait peut-être retrouver notre capacité à l'enthousiasme. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose dont il faudrait qu'on se débarrasse, il faudrait aussi qu'on se débarrasse donc, du positionnement, celui-là. Et aussi, non seulement de ce positionnement face à nos enfants, il faudrait aussi qu'on se débarrasse de notre ironie face à l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez précisément de laquelle je veux parler. Là aussi, je vais faire rapide, mais notre ironie face à l'enfance. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré l'homme qui allait devenir l'homme de ma vie, qui allait devenir mon maître luthier. On ne le savait pas encore, ni lui ni moi à cette époque-là. J'avais 23 ans et il m'a accueilli avec une phrase qui n'est pas... on pourrait lui consacrer l'atelier tout à l'heure, mais il m'a dit « Je peux tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre ». C'est un excellent résumé de beaucoup de choses, mais... Après m'avoir dit ça, il m'a donné 2 planchettes d'épicéa, le bois de lutherie, qui est extrêmement précieux parce qu'il a été non pas scié mais fendu. Il a séché 40 ans au soleil. Au gramme, ça vaut le prix de l'or. En bref, il me donne 2 planchettes. Et au moment où il m'a donné ces 2 planchettes, il ne m'a pas dit « Ah, tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est? C'est du bois, oui, c'est bien de savoir ce que c'est, toi. Toi aussi, tu savais que c'est du bois, dis-moi. Et toi, est-ce que tu peux me dire d'où vient le bois? Il vient d'où le bois? Il vient de l'arbre, oui, c'est bien. Toi aussi, tu savais que le bois vient de l'arbre? Et toi aussi, tu savais que le bois... Est-ce que tu peux me dire où l'arbre habite? Il habite dans la forêt, avec les autres arbres, voilà. Oh, c'est bien, tu le savais? Toi aussi, tu savais que l'arbre habite dans la forêt? Et toi aussi, tu savais que l'arbre habite dans la forêt? C'est bien que vous... Alors, dans ce cas-là, si vous le savez tous, j'ai une bonne idée. On va aller tous ensemble dans la forêt enchantée. On va trouver un arbre magique. Et avec l'arbre magique, on va faire une super guitare. D'accord? Vous venez tous? Voilà, il m'aurait parlé comme ça, j'avais 23 ans, et j'aurais cru qu'il me prend pour un débile. Seulement, j'ai une question à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que nos enfants seraient-ils censés supporter quelque chose que pour nous, nous ne supportons pas? Parce que c'est mignon? Qui a dit que c'est mignon, là? Non, parce qu'il y en a plein qui vont te dire que c'est mignon. Alors, il y en a qui vont te dire, surtout, on lui facilite l'accès à la langue, parce que c'est compliqué, la langue, donc, tu vois, alors, loin de lui faciliter, on le lui complique extrêmement.
puisque ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes sons. Il ne peut pas savoir que... tu ne sais pas où elle est la sucette du petit. Tiens, voilà ta toutoute. Il ne peut pas savoir que ça veut dire la même chose. Donc ça double la quantité de travail. Hein. Donc déjà, c'est pas... Mais surtout, ceux qui prétendent que c'est mignon, ce n'est pas mignon du tout. Parce qu'il s'avère que la pire souffrance pour nous autres, les humains, c'est quand on nous exclut du groupe auquel nous avons envie d'appartenir. Si je t'arrache un ongle, ça va te faire super mal. Si je t'exclus d'un groupe auquel tu as envie d'appartenir, ça va te faire encore plus mal. On voit les mêmes réseaux neuronaux s'enflammer, mais beaucoup plus fortement. Hein, donc le groupe auquel les enfants ont envie d'appartenir, c'est nous. Ils ont envie d'être comme nous, avec nous. Et quand on leur parle comme ça, alors qu'ils ont très bien vu qu'entre nous, nous ne parlons pas comme ça, on leur donne le signal tout simple que tu ne fais pas encore partie des gens qui méritent que je leur parle normalement. Et donc, quand on se sera libéré de cette ironie et de ce positionnement, on pourra enfin commencer à se poser de nouvelles questions. Par exemple, au lieu de toujours se poser cette question de comment je vais éduquer les enfants, on pourrait se dire, tiens, mais qu'est-ce que je peux apprendre, moi, des enfants ? Dans quel domaine sont-ils de vrais maîtres ? Dans quel domaine nous montrent-ils la voie ? Par exemple, en ce qui concerne l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit, là, nos enfants sont de vrais maîtres. Hein ? Ils vont à la rencontre des autres à bras et à cœur ouverts, sans connaître aucun isme, racisme, sexisme, agisme, spécisme. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire mental et moral. Hein, ils vont vers les autres à bras et à cœur ouverts, sans jamais tenir compte de choses telles que la couleur de peau, l'âge, la religion. Tout ça, ils n'en tiennent pas compte. Ils vont vers les autres à bras et à cœur ouverts, et il n'est pas nécessaire de leur apprendre la tolérance, parce qu'ils ne connaissent pas l'intolérance. Et avec cette manière de ne pas connaître l'intolérance, il nous montre ce qu'en fait serait un monde meilleur. Et ce monde meilleur, il n'est pas si difficile à atteindre. Ce n'est pas le fruit d'un énorme chantier, il suffirait de ne pas trop nous éloigner ou de ne pas trop les éloigner de notre état natif, parce que vous l'aurez deviné, hein, cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'esprit, c'est une autre de nos dispositions spontanées. On est tous venus au monde équipés de cette ouverture du cœur et de cette ouverture de l'esprit. Et si vous l'imaginez combiné à toutes les autres dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça fait déjà un joli cocktail. Surtout qu'il y en a une quatrième de disposition spontanée dont je voulais vous parler pour finir. C'est celle qu'ont nos enfants, ce penchant, ce désir, ce besoin d'aller dans le vaste monde. Équipés des autres, du meilleur dispositif d'apprentissage, de leur désir de le pratiquer, de la dose d'engrais cérébral portable, d'une ouverture d'esprit qui leur permet de rencontrer tous les métiers, toutes les personnes et toutes les matières avec le même enthousiasme. Il y a en plus cette capacité qu'ils ont à aller dans le vaste monde à la rencontre des autres et de leurs différences. Parce qu'ils ont une conscience inébranlable, ils ont une conscience dans le fait que c'est justement la diversité qui garantit l'enrichissement mutuel. Toi et moi, ensemble, sommes capables de choses dont nous ne serions pas capables seuls. Ça, les enfants en ont totalement conscience. Ils ont conscience du fait que nous avons besoin les uns des autres. Je suis bien trop petit pour atteindre les assiettes tout là-haut. Là, j'ai besoin d'une personne plus grande. Par contre, pour aller chercher les lunettes qui sont tombées sous le lit, là, c'est de moi dont on a besoin. Ça, les enfants en ont parfaitement conscience, que c'est nos différences, justement, qui garantissent l'enrichissement mutuel. C'est pour ça qu'ils vont vers les différences, c'est pour ça qu'ils vont vers les autres. Alors, on me dit que ça sent très fortement le gaz. À l'attention du responsable du gaz, avant que ça pète ici. Le message est arrivé aux bonnes personnes, aux bonnes oreilles ? Paf, interdiction de fumer, hein. Donc, cette nécessité d'aller à la rencontre des autres, vers l'enrichissement mutuel, réciproque, toi et moi ensemble, toi et moi ensemble, parce que toi, tu sais très bien courir, et toi, tu sais très bien lire. Alors, si j'ai besoin de quelqu'un qui sait lire, je viendrai vers toi. Si j'ai besoin de quelqu'un qui sait courir, je viens vers toi. Et si tous les deux, vous avez besoin de quelqu'un qui sait tout réparer, vous allez venir me voir, moi. Hein, c'est ça, la notion de la diversité vue par nos enfants. Ils vont dans le vaste monde, à la rencontre des autres et de leurs différences. Ils sont faits pour ça, aller dans le vaste monde. Et il n'y a rien de pire qui pourrait arriver à un enfant que de rester à la maison, enfermé avec ses parents. Et je tiens à le préciser parce qu'on aurait tôt fait de croire que c'est ce qui m'est arrivé, mais pas du tout. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Rester enfermé à la maison avec ses parents. Parce que non seulement tu serais obligé
de partager le peu de savoir de tes parents, même s'ils sont super cultivés, super érudits, c'est forcément très peu face à l'océan du savoir, hein, c'est forcément une toute petite fenêtre. Alors tu es condamné à partager cette fenêtre. Mais en plus, et c'est pire, en restant enfermé avec ses parents, dans ce vase clos-là, on serait contraint de partager toutes les peurs de nos parents. Et ça, ce serait le pire, le plus limitatif. Je vous donne un exemple. Antonin adore grimper aux arbres, c'est son truc, grimper aux arbres. Seulement moi, ça me fait super peur. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en tant qu'enfant, j'ai grimpé aux arbres et il ne m'est rien arrivé de particulier. Donc... Mais ça me fait tellement peur, donc j'implante cette peur dans le paysage. Ça veut dire que si Antonin ne vivait qu'avec moi, il ne monterait jamais aux arbres. Mais par chance, il va dans le vaste monde, à la rencontre de plein de personnes qui grimpent dans les arbres, surtout ton papa. Et donc, c'est grâce à ces personnes-là qu'il peut monter dans les arbres. Et s'il n'avait pas la possibilité d'aller vers elles et de monter dans les arbres, eh bien, il serait contraint à être limité au périmètre de mes peurs. C'est pour ça que nos enfants sont faits pour aller dans le vaste monde. C'est pour ça qu'ils sont faits pour aller dans le vaste monde à la rencontre des autres et qu'il y aurait toutes sortes de manières de les priver d'aller dans le vaste monde. Notamment celle de les garder à la maison. Je vous laisse deviner les autres, puisque je ne fais ni l'apologie d'une méthode, ni la critique d'une autre. Je sais que quand je parle de cette notion d'aller dans le vaste monde, elle est un peu floue, un peu vague, ou plutôt on me dit souvent « oui mais ». Ah, vous connaissez oui mais ? Ah oui mais, c'est un copain celui-là de beaucoup de monde. Vous devez le connaître parce que oui mais, c'est celui qu'on vous sort, hein, c'est l'invité d'honneur au moment où on a besoin d'un prétexte pour rendre ton rêve impossible. Je ne sais pas, tu connais le principe. Tu as une vision, elle est sur le point de se réaliser, un projet, un truc. Là, tu as besoin de toute urgence d'un oui mais qui la rende impossible. Et je te rassure, si tu ne trouves pas de oui mais, là, il y a toute une salle qui est prête à en trouver plein pour toi. C'est comme ça. Alors là, on est toujours prêt à trouver des oui mais pour les autres. Vous avez peut-être remarqué. Alors, ce oui mais, c'est exactement tout ce qu'on trouve quand on cherche ce qui rend nos rêves impossibles. Et ça marche à tous les coups. Je vous donne un exemple. Je suis comme vous, hein. Je déteste les exercices de groupe. Je les déteste, donc je ne vais pas en faire avec vous. Je vais juste faire avec vous le test de Kubitschek. Vous connaissez le test de Kubitschek ? Je vais vous demander de très très vite regarder autour de vous et de prendre note de tout ce qui dans cet espace est rouge. Attention, c'est parti. Soyez rapide et soyez précis. Voilà, il y a quelques pièges. Soyez rapide, soyez précis. Parce que moi j'ai des loups-boutins pour hommes. Soyez précis, soyez rapide, parce qu'à la fin je vais vous interroger et on verra qui a vu le plus. Attention, vous n'avez pas beaucoup de temps, le temps va... Voilà, écoulé, stop, arrêtez, soyez honnête, soyez honnête. Fermez les yeux. Et dites-moi maintenant très très vite tout ce qui dans cet espace est bleu. Quand on cherche rouge, on ne voit pas les autres couleurs. C'est très logique, c'est comme ça qu'est fait notre cerveau. Quand on cherche ce qui rend nos rêves impossibles, ben, ma foi, on trouve. Oui, mais c'est une chose qu'on me dit souvent quand je parle d'aller dans le vaste monde. On me dit souvent oui, mais quand, par exemple, quand l'enfant est grand, d'accord. Mais quand il est petit, comment tu fais ? Il faut bien qu'il y ait un parent qui reste pour s'en occuper. Tu entends bien la notion de sacrifice, hein ? Et alors quand on me dit ça, me vient toujours à l'esprit une histoire que certains d'entre vous connaissent et que j'ai quand même envie de raconter pour terminer cette première partie. Une petite histoire qui arrive à Antonin, quand il n'a pas encore 3 ans et que son papy, mon papa, lui offre une moissonneuse-batteuse. En jouet, bien sûr. Grande comme ça. Et alors Antonin veut savoir ce que c'est, ça on dirait un tracteur qui roule à l'envers, hein, donc... Il voudrait savoir ce que c'est et vas-y, explique à un enfant de moins de 3 ans à Paris en décembre ce qu'est une moissonneuse-batteuse. Mais par chance, existe ordinateur, Internet, YouTube, des vidéos et il trouve plein de vidéos où non seulement il trouve des moissonneuses-batteuses, mais en plus il trouve très spécifiquement sa John Deere avec la capsule GPS jaune sur le toit. Et il va regarder ces vidéos et beaucoup d'autres et puis à un moment, et d'ailleurs il va s'arrêter pour dire maintenant je vais le jouer, mais ça c'est autre chose. Bon. Et pendant tout l'hiver, avec sa petite moissonneuse, il a moissonné toutes les surfaces horizontales qu'il a pu trouver. À la fin de l'été suivant, au milieu de l'été suivant, on est passé en voiture aux abords d'un champ.
Et tout d'un coup, Antonin s'écrie « Oh, moissonneuse batteuse, moissonneuse batteuse !» Alors dans un cas comme ça, je raconte que des histoires banales, je le sais, c'est fait exprès. Moissonneuse batteuse ne peut pas faire autrement que de t'arrêter, donc on s'arrête. Et Antonin descend de la voiture et vient se planter au bord du champ. Alors là, il faut que vous imaginiez la scène quand même, parce que vous avez le petit garçon de 3 ans au bord du champ, et face à lui, une moissonneuse batteuse qui s'approche de plus en plus dans son nuage de poussière, jusqu'au moment incroyable où les tonnes d'acier viennent s'arrêter devant les pieds du petit garçon. Le temps s'arrête. La portière s'ouvre et le conducteur de la moissonneuse batteuse passe la tête et dit « Tu veux monter ? Hein ? Monte, monte !» Et puis « Montez vous aussi !» me dit-il. Et puis nous voilà en train de monter sur cette échelle qui ressemble à un arbre d'ailleurs. Et on s'installe dans la cabine de la moissonneuse et on y est resté 2 heures. Ben oui, bien sûr qu'on y est resté 2 heures. Vous savez pourquoi ? Ben parce qu'il se trouve que le conducteur de la moissonneuse voulait tout expliquer à Antonin. Chaque bouton, chaque cadran, chaque levier, chaque manette, il voulait tout lui expliquer. Et ça tombait bien, le hasard fait bien les choses. Parce que justement, de tout ça, Antonin voulait tout savoir. Il voulait connaître chaque bouton, chaque cadran, chaque voyant, chaque manette, tout, il voulait tout. Quelle rencontre ! Quel feu d'artifice dans la petite cabine de la moissonneuse. Oh, et pourquoi un tel enthousiasme de la part du conducteur ? Je vais vous le dire. Pourquoi est-il tellement bouleversé ? Parce qu'il est vraiment bouleversé, le conducteur de la moissonneuse. C'est tout simple. Il nous l'a dit dès le début. À peine étions-nous installés dans la cabine que déjà il nous dit « Vous savez, moi, ça fait des jours et des jours que je roule ici. Jusqu'à présent, personne ne m'avait vu. Le premier qui me voit, c'est ce petit humain-là. Et savez-vous, non seulement il le voit, mais en plus, il l'admire. Et ça, cet homme, il semble que ça fait bien longtemps que ça ne lui est pas arrivé de se sentir admiré. Parce que l'enfant, dans le non-verbal, est en train de lui dire, et on boucle la boucle, « Toi, je t'aime parce que tu es comme tu es et parce que tu fais ce que tu fais. » Et ça le prend aux tripes, ce monsieur. Ça fait si longtemps qu'on ne lui a pas donné à ressentir cela. Ça fait si longtemps, ça change son monde. Parce que justement, c'est en train de changer son propre regard sur lui-même. C'est en train de changer son monde. Et c'est pour ça qu'il sort de la moissonneuse. Il va chercher dans la trémie une poignée de blé et il vient la verser dans les mains d'Antonin en lui disant « Tu sais ce que c'est ça ? C'est du pain futur. » Et soudain, lui, l'anonyme, il lui dit « C'est sacré ce qu'on est en train de faire là. » Tout d'un, son boulot, son job, c'est un truc sacré. Et ça le bouleverse, parce que c'est en train de changer son regard sur lui-même. C'est en train de le réconcilier avec l'enfant blessé. Vous voyez qu'on boucle la boucle. Voilà, parce que quelqu'un lui dit « Je t'aime parce que tu es comme tu es. Et parce que tu fais ce que tu fais. » Et c'est pour ça qu'il ne veut plus nous laisser partir. Il ne veut plus nous laisser partir. Mais bon, au bout de 2 heures, on est obligé d'y aller. Donc on est en train déjà de descendre cette échelle raide. Et là, il me rappelle, il me dit « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro de téléphone. » Je lui ai donné. Le lendemain, à 7h du matin, mon téléphone sonne. « Oui, allô, bonjour, c'est moi, le conducteur de la moissonneuse. Je suis de retour dans la région avec un nouveau tablier qu'Antonin n'a pas encore vu. » Alors vous voyez, il s'est bien préparé, mais en fait, il s'est encore mieux préparé que nous ne pouvions l'imaginer parce qu'il a préparé une phrase qu'il va dire d'un seul tenant afin de ne me donner aucune possibilité d'interrompre pour dire non. La phrase est la suivante. Donc, bonjour, je suis le moissonneur, je suis de retour dans la région avec un nouveau tablier qu'Antonin n'a pas encore vu. Amenez-le donc. Et puis si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Amenez-le quand même, je m'en occupe volontiers toute la journée. Vous voyez ce que ça signifie ? C'est ça, l'enfant qui va dans le vaste monde. C'est ça, ça change le monde. Ça change son monde, parce que pendant ces heures, et le lendemain d'ailleurs, il a appris des choses qu'il n'oubliera jamais. Pour une raison toute simple, nous ne pouvons retenir une information que si elle a activé nos centres émotionnels. Sinon, nous l'oublions dans la foulée. Si une chose ne nous touche pas, elle entre par une oreille, elle sort par l'autre. Ce qui explique d'ailleurs que la plupart d'entre nous
a oublié 80% des choses qu'il avait apprises ou dû apprendre et que tout le monde trouve ça normal. Et les 20% qui restent, c'est toujours et sans exception les choses qui, pour une raison ou une autre, vous avez touché, vous avez ému. Vous pouvez voir, je donnerai un exemple pratique tout à l'heure pendant les 2 heures de l'atelier. Ça y est, j'arrive, mais j'ai commencé avec 2-3 minutes de retard à cause de l'introduction, donc je les prends là. Et donc, toutes ces choses qu'Antonin a apprises, cet incroyable enrichissement d'aujourd'hui qu'il n'oubliera jamais, c'est un enrichissement phénoménal pour Antonin, pour son monde, mais comme tout enrichissement authentique, il ne concerne pas qu'Antonin, il n'est pas à sens unique, il est forcément à double sens, et il se traduit par un enrichissement également du monsieur. Antonin a réensemencé l'horizon de ce monsieur. Il a changé son monde. Il a changé le monde de ce monsieur. L'enfant qui va dans le vaste monde change son monde et change le monde des autres vers lesquels il va. Et puis, accessoirement, il aura également changé le monde de ses parents, parce que vous aurez remarqué que si Pauline, mon épouse, et ou moi étions restés à la maison pour nous occuper d'Antonin, on serait restés tout seuls à la maison pendant qu'Antonin avait passé la journée sur la moissonneuse. Donc voilà, c'était pour répondre à ce oui mais là, c'est ça, l'enfant qui va dans le vaste monde. Ça change le monde. Et juste pour finir, je voudrais nous rappeler une chose. Nous voulons tous, des enfants qui un jour seront des adultes heureux. Nous voulons tous qu'un jour nos enfants soient des adultes heureux. Et nous le voulons tellement que nous en oublions une chose capitale. C'est de vivre sous leurs yeux aujourd'hui ce que sont des adultes heureux. Parce que nous le voulions ou non, nous sommes pour les enfants de ce monde, les nôtres et ceux des autres, nous sommes pour les enfants de ce monde des modèles, des exemples. Nous voyons en eux notre passé, l'enfant que nous avons été ou que nous aurions pu être. Ils voient en nous leur futur, l'adulte qu'ils seront un jour. C'est une invitation à n'être jamais assez prudent dans le choix de ce que nous vivons devant les yeux ouverts de nos enfants. Parce que je vous rappelle qu'ils deviennent comme nous les voyons. C'est à la fois une chance ou une catastrophe. Ils deviennent aussi comme ils nous voient. Nous sommes des exemples pour les enfants de ce monde. Vous savez ce que c'est un exemple? Pour résumer et pour finir, à mes yeux, pour moi, l'exemple, c'est mon papa. Pour moi, mon exemple, c'est mon papa. Mais je n'ai pas du tout envie d'être mon papa. Non, mais il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que les enfants regardent les personnes qui les inspirent, et les personnes qui les inspirent, c'est nous. Si je vous raconte toutes ces histoires banales, c'est parce que quand on raconte ces histoires banales, il s'avère que c'est une invitation faite à chacun, chacune d'entre vous, de traverser le miroir et de venir de ce côté du miroir où nous cessons avec la notion de censure envers l'enfant. Nous venons du côté du miroir de la confiance en l'enfant, donc en nous-mêmes. Et chaque seconde que nous passons de ce côté du miroir est une bénédiction pour l'enfant, est une bénédiction pour l'enfance. Et vous l'aurez remarqué, ce n'est pas une méthode, c'est une attitude, cette attitude que j'appelle l'écologie de l'enfance. C'est une attitude, il n'y a pas de bon endroit, il n'y a pas d'endroit qui est particulièrement propice à cette attitude. C'est venir du côté du miroir où l'on fait confiance à l'enfant. Et c'était mon invitation ce soir. Venez, je vous remercie d'être venus parfois de ce côté du miroir, en souhaitant que vous ayez envie peut-être, parmi vous certains, de rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir. Car il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Je vous souhaite beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme.
Ah, vous avez un deuxième micro qui marche? On passe sans transition à la... Parfait. Sans transition, oui. Vous voulez deux micros? Vous voulez deux micros sans fil pour les questions? Il y a deux personnes pour les questions? Donc, la partie atelier, je vous remercie beaucoup. La partie atelier, ça va être vos questions. Ça va être une partie beaucoup plus interactive. Donc, c'est le gaz? Donc, il y a un micro, voire deux micros mobiles. Et quelqu'un de très courageux, prêt à fendre et traverser la foule, si vous avez des questions. Et puis, si vous n'en avez pas, on ira boire un smoothie. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, donc on a essayé de garder nos deux enfants de 7 ans et 10 ans à la maison. Ça a duré 4 mois et demi. Et ce qui était très surprenant, enfin, la question qu'on s'est posée, c'est on s'est bien rendu compte qu'effectivement, ils jouent énormément et que finalement, pour nous, c'est pas une charge énorme parce qu'ils jouent énormément. Mais en même temps, on a un gros problème de conscience à se dire comment ça se fait que pendant ces 4 mois, on s'en soit occupé si peu. Et du coup, ma compagne, finalement, a plutôt décidé de les remettre à l'école parce qu'on s'est trouvé un peu incompétent et un peu inutile. Et voilà, enfin, c'est très particulier, mais on s'est trouvé sans compétences pour les accompagner dans des connaissances. Et puis, j'étais très content de jouer tout le temps, en fait. Donc, on est dans ce questionnement où est-ce qu'on peut les garder chez nous alors qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour les accompagner correctement. Enfin voilà, on ne sait pas trop, c'est le questionnement actuel. Alors moi, je ne sais pas véritablement répondre à cette question. Hein. Je suis pas du tout... Et puis, je ne crois pas qu'il existe une manière, une méthode, et puis qu'il y en a une bonne et qu'il y en a d'autres qui le sont moins. Mais en revanche, moi, je vois un écueil. D'abord, c'est garder à la maison. On est bien d'accord, hein, c'est aller dans le vaste... Bon, mais c'est amusant parce que ça crève les yeux et pourtant, on se fait du souci. C'est-à-dire, tu as des enfants qui jouent, dont tu t'es finalement très peu occupé. C'est-à-dire l'image typique de l'enfant qui va dans le vaste monde et qui se livre à son activité principale et favorite, dont il s'avère qu'elle est le meilleur outil d'apprentissage, outil par lequel tu as appris des choses aussi basiques que ta langue maternelle, qu'à marcher sur deux jambes, etc. etc. Et alors, ce qu'il y a donc de particulièrement frappant, c'est qu'on le voit et que malgré tout, on pense qu'on n'est pas assez compétent. Et ça, c'est le grand truc. Ça, c'est le grand truc qui nous fait baisser les bras. C'est-à-dire qu'il vaut mieux le confier à des gens dont c'est le métier. Et donc, libre à chacun de penser ça. Mais on ne peut pas savoir ce dont nos enfants ont besoin. Parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, moi, à chaque fois que quelqu'un vous dit « les enfants ont besoin d'eux », c'est une des occasions auxquelles j'ai envie de vous dire « mais prenez la fuite ». On ne peut pas savoir de quoi, mais on peut voir ce qu'ils recherchent, quelle est leur recherche permanente. Et ce dont ils ont le plus... ce qu'ils cherchent le plus, c'est un port d'attache. Et ce port d'attache n'est pas un lieu, ce n'est pas géographique. C'est la possibilité de s'entendre dire en permanence, et ce n'est pas dans les mots, « je t'aime parce que tu es comme tu es ». C'est-à-dire, je donne un feu vert général à ta personnalité. Et si tu es capable de donner ça à un enfant, tout le reste n'est que accessoire organisationnel autour. Donc il n'y a pas de... Et à partir du moment... Tu embrasses bien tout le monde pour moi ? À partir du moment où on a donné ce port d'attache à un enfant, il s'avère que tout le reste est inutile. Et du coup, effectivement, il n'y a pas besoin ni de faire un effort, ni d'avoir des compétences, ni d'avoir des qualités particulières. Autrement dit, quelqu'un te dira, hein, c'est à la portée du premier idiot venu, etc. Et oui, parce que ce n'est pas l'enfant qui reprend à son compte ta culture et ta compétence. C'est l'enfant qui crée lui-même sa culture et sa compétence en allant dans le vaste monde à la rencontre de toutes les cultures et de toutes les compétences qui, là dehors, sont là. Et les enfants, tu l'auras remarqué, sont de véritables machines sociales. Et c'est d'ailleurs drôle que la question de la socialisation revienne toujours, alors que nos enfants sont toujours en train de nous prouver deux choses, que jouer les comble et qu'ils sont des machines à socialiser. Et tu vois, c'est étonnant, on en revient à cette fameuse histoire de l'exception. Je me retrouve encore une fois 2 fois dans l'exception. Je me retrouve dans l'exception d'être le seul, ici, je suis sûr, je ne sais pas combien on est encore là, mais... le seul à pouvoir répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'il advient d'un enfant qui joue toute sa vie et dont on prend une vie durant
le jeu au sérieux? Je suis le seul à pouvoir répondre à cette question, pourtant banale, puisque ce serait l'activité de chaque enfant. C'est particulièrement poignant. Et parce qu'on a tellement dévalorisé le jeu, c'est-à-dire nous-mêmes, puisque c'est notre penchant, nous avons tellement dévalorisé le jeu que nous pensons, on ne peut pas les laisser jouer toute la journée quand même. Il y a bien un moment où il va falloir qu'ils apprennent quelque chose. Je ne peux pas les laisser jouer, il faut aussi que je les éduque. Et donc on est obsédé par ces idées-là, qui nous coupent les ailes, toujours, qui nous enlèvent cette liberté de donner à nos enfants la seule chose qu'ils cherchent, c'est le port d'attache, c'est-à-dire je t'aime tel que tu es. Je suis désolé de ne pas vraiment répondre à ta question, mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas de réponse à ta question autre que celle que tu peux y apporter. Mais effectivement, c'est quand même incroyable que la chose qui nous crève les yeux, c'est-à-dire que quand nos enfants sont libres, qu'on les laisse tranquilles et qu'on leur fait confiance, ils ne font qu'une chose, c'est de jouer. Puis à la fin de la journée, si tu fais l'addition de toutes les choses en connaissance qu'ils ont empilées et qui ne les quittera plus jamais, puisque j'en viens à la deuxième exception dont je voulais parler, c'est-à-dire que comme le jeu est un état d'émotion, les centres émotionnels sont activés pendant le jeu et toute information entrée dans l'enfant pendant le jeu, c'est-à-dire pendant l'état d'activation de ces centres émotionnels, toute information entrée dans l'enfant à ce moment-là ne sortira plus de l'enfant. C'est équivalent aux 20% qu'aujourd'hui encore, tu n'as pas oublié de l'époque. Et ça, c'est quand même extraordinaire et terrible, parce que je me retrouve encore une fois à être le seul probablement ici à pouvoir dire « je n'ai rien oublié de tout ce que j'ai appris jusqu'ici ». Pas parce que je suis exceptionnel, justement parce que je suis banal. Simplement parce que mes centres émotionnels ont toujours été activés lorsque j'ai rencontré un domaine, quel qu'il ait été, et puis ils sont toujours liés les uns aux autres. C'est quand même terrible que je sois ici dans cette position d'exception, alors que tout ça devrait être d'une grande banalité. Et ça conduit à des situations quand même très étranges, parce que cette histoire d'avoir oublié ce qu'on a appris, 80% de ce qu'on a appris, elle est tellement notoire, elle est tellement installée dans le paysage qu'elle ne choque plus personne. Et c'est très spectaculaire parce que ça peut devenir un moyen de défense assez drôle. Je sais pas, et vous l'avez tous employé, je suis sûr que vous l'avez tous employé. On te pose une question difficile et tu dis « Ah, ça, je l'avais appris, mais entre-temps, je l'ai oublié. » Et ça passe toujours, ça. Tu peux le faire. Alors, par exemple, ça conduit à des situations drôles. Par exemple, je sais pas, vous, je pense pas qu'on vous les pose comme ça à brûle-pourpoint, les questions, mais genre, tu as fait de la géométrie dans l'espace ? Alors, deux réponses possibles. Tu as celui qui va répondre toi, qui va répondre « Non, ah ben ouais, j'en ai fait beaucoup et j'étais très bon. J'étais excellent, j'avais des super notes. D'ailleurs, j'avais toujours les meilleures notes. J'ai passé les examens, mais haut la main, j'étais toujours excellent. Bon, entre-temps, j'ai tout oublié, mais alors qu'est-ce que j'étais bon à l'époque. Et là, la société va se prosterner à tes pieds parce que tu as fait de la géométrie dans l'espace et que c'est tellement difficile. Et tout en se prosternant à tes pieds, elle va complètement négliger le fait que... Parce que c'est pas grave que tu l'aies oublié, c'est pas grave. Tu en as fait, c'est... Et puis toi, tu vas dire non, moi, j'ai jamais appris, non. Et là, tu as la même société qui va dire oh, bah, c'est une sacrée lacune, hein. Après, avec l'argument, tu sais, imagine qu'un jour, tu te retrouves sur une île déserte et que tu aies besoin de géométrie dans l'espace, tu aurais été bien contente de l'apprendre. Alors, ça veut dire deux choses, deux négligences. On néglige deux choses. On apprend toute sa vie durant, hein. Un habitant de Montpellier, c'est quoi? Un Montpelliérain? Montpelliérain? Un Montpelliérain de 85 ans apprendra le chinois en 6 mois, pour peu que ses centres émotionnels soient activés. Qu'est-ce qui peut activer ces centres émotionnels? Je ne sais pas, par exemple, qu'il soit tombé amoureux d'une jeune chinoise de 75 ans, et là, on sait qu'il va apprendre le chinois en 6 mois. Hein? Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand on n'apprend pas le chinois à 85 ans, ce n'est pas qu'on a un problème technique cérébral, c'est qu'on a un problème d'enthousiasme, d'émotion. Donc, c'est déjà négligé que si tes centres émotionnels sont activés, laisse-moi te dire que si tu es seul sur une île déserte, ils seront activés, eh ben, tu apprendras et tu retiendras en plus, tu vois. Et puis, alors, le fameux prétexte, tu sais, ah oui, mais si un jour, tu as oublié, comme lui, mais tu as appris, tu verras, tu seras bien content, c'est beaucoup plus facile à réactiver. C'est complètement faux, ça, c'est une légende, c'est pas vrai. Entre quelqu'un qui le découvre avec plaisir et quelqu'un qui réactive, soi-disant, un truc qui est lié à un traumatisme, ben, je te laisse deviner lequel va apprendre avec le plus d'enthousiasme. Hein. Et donc, c'est négliger cet aspect des choses, ces deux aspects, mais surtout, c'est drôle ce vilaine lacune. Et
Oh, il a appris. Et c'est drôle cette hiérarchisation dans les choses, et c'est drôle comme donc avoir oublié 80% des choses qu'on a apprises est notoire, puisque en fait, dans les faits, aujourd'hui, à cet instant, toi et toi, vous en êtes au même point, vous savez rien au sujet de la géométrie dans l'espace. C'est drôle, hein, quand même. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une méthode ou d'en critiquer une autre. Et je crois que c'est là où nous avons la possibilité de donner à nos enfants ce port d'attache dont je parlais tout à l'heure, ce feu vert général à sa personnalité, que nos enfants ont la chance de pouvoir partir dans le vaste monde avec dans leur besace cette certitude-là. Je suis désolé de ne pas savoir répondre mieux à ta question. Pas. Ah, oh, super. Bonsoir, merci beaucoup, parce que merci beaucoup. Et tout simplement. Et je vous appelle, je vous dire, parce que j'ai un dilemme. J'ai ma fille Judith qui est merveilleuse, qui a 4 ans. Et son papa Damien et moi, nous avons choisi de ne pas la mettre à la maternelle. Elle a son cousin et sa cousine qui sont rentrés cette année au CP, parce qu'ils ont 6 ans. Et moi, je n'ai pas forcément envie, là, à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle aille au CP. Mais si ma fille veut aller au CP, comment je... Enfin, non, mais c'est pas ça, mais je veux pas être en conflit avec elle du tout. Et comment ça se... Enfin, je sais pas quoi dire. Et j'ai posé la question à plein de monde et il n'y a aucune réponse qui me satisfait. Voilà. Tu risques de repartir déçu, hein. Alors, je peux que répondre à la question d'une manière toute simple en te disant, si Antonin me dit demain qu'il veut aller à l'école, il ira à l'école. Parce qu'il ne s'agit pas d'un dogme, et il ne s'agit pas de remplacer un dogme par un autre dogme. Et tu vois, toute cette attitude, cette écologie de l'enfance dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, ce n'est pas une méthode, c'est une attitude. Il n'y a pas de mauvais ou de bon endroit pour vivre cette attitude. Et donc, si Antonin demande à aller à l'école, il ira à l'école. Parce que cette attitude ne part pas de moi, ni de mes idées, ni de mes théories, ni de mes expériences, bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas une attitude qui part de l'adulte, c'est une attitude qui part de l'enfant. Et à partir du moment où tu cesses de partir de toi, de tes expériences bonnes et en général plutôt mauvaises, quand on arrête de partir de nous adultes, de nos idées, de nos concepts, de nos théories, de nos méthodes, quand on arrête de partir de nous et qu'on se met à partir de l'enfant, il se trouve que les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus légères. Tu n'as pas à être une bonne mère. Je sais que c'est encore une fois une réponse qui va te décevoir, mais la seule chose dont j'ai essayé de parler aujourd'hui, c'est pour ça que je suis à l'abri des méthodes, quelles qu'elles soient, c'est cessons de partir de nous. Partons d'eux et voyons où ça nous mène. Et c'est ça qui va changer le monde. Ça peut servir à peu près de réponse ?